Salut Alan, aujourd'hui je vais faire la code review du projet que tu m'as envoyé, que je trouve super intéressant pour plusieurs raisons. Et déjà la première, c'est tout simplement que ça change des applications sur lesquelles on a l'habitude de travailler. C'est-à-dire que tu vois là, t'as pas de notion de formulaire, t'as vraiment une notion de vouloir interagir avec tes éléments. Ici, pour pouvoir sélectionner les éléments sur ton boulier, pour pouvoir réagir. Enfin, tu as vraiment une partie, une application, je pense, qui est un peu plus ludique et c'est pas forcément ce sur quoi on travaille tous les jours. Donc, c'est très intéressant pour ce point-là. Et le deuxième point pour lequel je trouvais ça super intéressant, c'est que puisqu'effectivement, tu as un comportement qui est un peu différent des applications classiques, ce qui est bien, c'est que tu as quand même une certaine complexité. Et ce que je trouvais en fait très intéressant, c'est que là, je vois plusieurs améliorations que j'aimerais te proposer. Et typiquement, c'est le genre de choses qui est totalement agnostique de la techno ou du langage que tu vas utiliser. En fait, ce que j'aimerais te partager dans ce retour aujourd'hui, c'est que tu vois comment est-ce que tu pourrais faire en sorte de simplifier peut-être ton composant pour qu'il soit plus simple à comprendre quand tu vas revenir par-dessus plus tard et du coup que ça puisse te permettre de le faire évoluer plus facilement, que ça soit toi ou même quelqu'un d'autre qui viendrait sur l'équipe. Le gros du travail, ça se fera ici sur cette partie-là. Donc comment est-ce qu'on pourrait améliorer la lisibilité du code mais sans pour autant venir changer l'algo que tu as mis en place. Et autre point que je trouve très intéressant, c'est que tu vois ici dans ton template, eh bien tu veux appliquer un style de façon particulière, donc pour afficher en fait en fonction des boules si elles sont rouges ou bleues. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu sur plusieurs projets, mais je pense que cette responsabilité, eh bien, on pourrait l'externaliser pour qu'elle soit pas portée par ton template. Ce qui te permettrait d'avoir quelque chose de plus simple à faire évoluer et plus simple à comprendre et de plus concis. Je pense que ça va vraiment être intéressant et encore une fois, tout ce qu'on verra ici, tu pourras l'appliquer sur n'importe quel projet, n'importe quelle techno. Là, pour le coup, ce sera pas spécialement axé sur Angular, mais vraiment sur des manières de développement plus générales. Donc, ce que je te propose déjà, c'est de commencer par le code qui te permet de gérer la sélection des boules. Sur ton boulier, tu vois qu'ici, effectivement, donc le principe, c'est que quand tu vas cliquer sur une boule ici, eh bien, on va vouloir les sélectionner, à l'inverse, les désélectionner. Donc, tu as déjà fait tout le travail par rapport à l'algo, donc c'est vraiment intéressant qu'on puisse s'attarder uniquement sur la partie refacto. Ici, la première chose que je vois, c'est que tu fais un subscribe. Donc, tu fais un subscribe parce que ton selected bool que tu as ici, eh bien, c'est un behavior subject. C'est un behavior subject tout simplement parce que j'imagine que tu as voulu réagir sur le fait qu'à chaque fois que je vais venir sélectionner mon élément, que je puisse recalculer mon tableau. C'est une façon de faire effectivement qui pourrait fonctionner. Dans ce cas-là, j'ai l'impression qu'en fait, le fait que tu sélectionnes une boule, c'est pas vraiment ça ce qui t'intéresse. Et que dans ce cas-là, ce qui va être intéressant, c'est plutôt quand je vais cliquer sur une boule, eh bien, je vais vouloir mettre à jour le tableau qui va contenir les boules qui sont sélectionnées. En fait, tu vois, c'est que tu as plutôt un ensemble à tenir et que c'est cet ensemble sur lequel tu vas interagir. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ici, on n'a pas besoin de passer par un behavior subject. Ici, je vais juste donc enlever tout ce qu'on avait précédemment. À la place, tu vois ici, en plus, tu le définis dans ton constructeur. Ce que je pense, c'est que ça pourrait être intéressant d'avoir une méthode qui va être appelée lorsqu'on va sélectionner une boule. Donc cette méthode, eh bien, on pourrait l'appeler select, qu'elle pourrait prendre une boule en paramètre, donc de type boule, que tu as défini au-dessus. Tu vois que déjà ici, on a exactement le même fonctionnement qu'avant. Alors là, je vois que tu as un action sur ton button circle. Bon, en fait, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire un selected bool.next, mais à la place, eh bien, on va commencer par appeler notre méthode. Bon, déjà, tu vois, on a quelque chose qui est similaire. Mais pour moi, c'est un peu plus représentatif de ce que tu veux faire dans ton application. Et surtout, ça te fait déjà une propriété en moins à maintenir, donc c'est forcément un peu plus léger. Autre chose, donc là, c'est plus propre à Angular, mais depuis la version 16, tu sais que le signal a été introduit, donc c'est un nouveau type de données. Et là, dans la version 17, c'est même le cas avec la version 17.2 qui est sortie il y a quelques jours, au moment où je vais publier cette vidéo. Le signal prend de plus en plus de place dans Angular. Et l'idée, c'est vraiment que derrière, tu puisses avoir des signal-based components. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que lorsque tu peux passer par des variables comme ça que tu vas vouloir modifier et mettre à jour, ça peut être intéressant de passer par des signaux. Parce que comme ça te permettra d'optimiser la détection de changement dans les prochaines versions du framework. Donc ce que je te propose, c'est que à la place ici de définir ta variable comme ça, on pourrait lui passer un signal. Ici, on va tout simplement préciser que c'est un tableau. Et là, on va enlever le typage parce qu'on va laisser TypeScript le faire tout seul. Ce qui va nous rester à faire, c'est que maintenant, partout où utiliser ton selected bool, eh bien, on va devoir le changer. Donc, pour lui passer la nouvelle valeur, en fait, pour pouvoir interagir avec notre signal.
Donc si tu veux accéder à la valeur de ton signal, il suffit tout simplement de lui passer des parenthèses. Et si jamais tu veux lui assigner une valeur, eh bien ici, il va te suffire de faire un set. Bon, pour l'instant, on remplace vraiment tel quel et on viendra simplifier un peu au fur et à mesure. Ok, donc là, j'ai l'équivalent au niveau de ton composant, sauf que maintenant, je passe par des signaux. Tu vois que l'avantage, c'est que tu passes pas par le constructeur, tu passes déjà par une fonction, donc tu as déjà un peu plus de contexte sur ce que tu vas faire. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour venir simplifier ce morceau de code? Déjà, il y a un point, c'est que c'est bien, c'est que tu as mis des commentaires pour expliquer ce que fait ton code. Alors, à ce niveau-là, tu as plusieurs écoles. Moi, je suis plutôt partisan de pas écrire de commentaires, tout simplement parce que, tu vois, le commentaire, en fait, c'est un texte, mais ce texte, il est décorrélé de ton code. Je te prends l'exemple ici. Là, tu testes que l'index est supérieur. Imaginons que quelqu'un vienne modifier ton code et qui met inférieur comme ça et qui pense pas à changer le commentaire. Ben là, tu as une dissonance entre ce que fait ton code et ce qui est indiqué dans le commentaire. Donc, ça peut induire en erreur. Ce que je suis plus partisan, tu vois, c'est d'avoir un code, entre guillemets, qui est auto-commenté. C'est-à-dire que quand tu veux faire porter ton commentaire, c'est que tu veux faire porter du sens à ton code. Donc peut-être que tu pourrais remplacer ton commentaire en utilisant des fonctions plus petites qui vont correspondre à ce que tu vas faire ou en nommant tes variables un peu différemment. Et je trouve que tu vois, au final, ça retranscrit beaucoup plus ton attention et tu as beaucoup plus de chances que ça soit maintenu si tu veux, plutôt qu'avec des commentaires au final qui sont assez décorrélés. Donc déjà, le premier point, c'est que tu vois ici, donc dans ta méthode select, on dit que quand le tableau est vide, on ajoute la boule sélectionnée. Et du coup, là, c'est si le tableau, en fait, si tu as déjà une sélection, eh bien, on va faire autre chose. Tu vois que là, tu as ton else qui contient tout ton bout de code. C'est pas forcément évident à comprendre parce qu'en fait, il va être encore plus imbriqué ici. Et en plus, ça dit if dans des if. Donc, c'est pas forcément évident. Ce qui pourrait être intéressant aussi de noter, c'est que tu vois que là, tu as un if boule différente nulle. Et dans ton else, tu as aussi un if boule différente nulle. Donc, peut-être que dans la mesure où cette condition se retrouve dans les deux cas, ce qu'on pourrait faire, c'est que on pourrait déjà sortir en fait ce if et dès le début, on pourrait se dire que si bool est nul, tu veux sortir ta fonction parce que c'est déjà ce que tu fais ici. Donc comme ça te permet très facilement, tu vois déjà, de simplifier un peu ton code parce que tu vas enlever un if et t'enlèves des conditions. Donc ça te permet de le comprendre plus facilement. Le deuxième point que tu vas faire ici, c'est que si t'as pas de sélection, eh bien tu vas du coup passer la boule que tu as sélectionnée dans ton tableau de sélection. Ici, tu vois, ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est que on pourrait définir une variable selection is empty, en fait, qui correspond à ce que tu as dans ton commentaire en dessous. Et du coup, là, on fait un else if. Donc, si ta section est empty, on met le comportement qu'il y a dedans. Et tu vois déjà, là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient supprimer le if. On n'a plus besoin du commentaire parce que c'est porté directement par le nom de notre variable juste au-dessus. Et puisqu'on a enlevé le if, eh bien, on va pouvoir aussi enlever le else. Donc, on a déjà quelque chose qui est un peu plus simple. Et derrière, ici, on aurait notre else. Et en fait, dans ce else, eh bien, on va pouvoir mettre tout notre code. Maintenant, ce que je te propose, c'est que tu vois là, en fait, c'est tout ce qui va s'occuper de gérer la sélection de la boule et en fait de savoir comment est-ce qu'on va alimenter notre signal pour lui passer les bonnes informations. Donc, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est que ça, eh bien, tu vois, on pourrait à la place se créer une méthode qu'on appellerait par exemple compute selection qui va prendre une boule en paramètre et là, je vais remettre tout ce qu'il y avait à l'intérieur et dans mon else, je vais tout simplement appeler le compute selection en lui passant la boule. Tu vois déjà, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette approche, c'est que un gros bloc, tu peux le découper en plusieurs petits blocs, ce qui va te permettre derrière d'avoir quelque chose qui est un peu plus facile à comprendre. Si on se trouve sur la mine, on modifie la boule sélectionnée. Donc ouais, au niveau de la structure de ton code, tu as ton if avec un gros bloc de code à l'intérieur et ensuite tu as un else. Donc moi je suis plutôt partisan en fait, j'ai pas souvent des else dans mes codes et tu peux les éviter assez facilement en fait, notamment en faisant des early return mais aussi en inversant tes conditions. Parce qu'ici regarde, même ce qui pourrait être intéressant c'est que le compute selection ici, il nous renvoie directement un tableau de boules. Comme ça, ici, on pourrait directement faire this.selectedBools.set et on va lui passer directement ça, ce qu'on a ici. De la même façon, tu vois que pour avoir une fonction pure, notre méthode compute selection, eh bien, on pourrait directement, par exemple, lui dire que ça, c'est la sélection, que c'est un tableau de boules, et là, on va lui passer directement en paramètre. Comme ça, cette méthode, en fait, tu n'as pas du tout besoin de travailler avec la propriété qui est dans ta classe. Ce qui fait que si d'ailleurs, à un moment, tu voudras le tester, eh bien, ça sera beaucoup plus facile à mettre en place. Nous, ce qu'on voudrait, tu vois, c'est que le fait de mettre à jour le signal, ça soit fait directement ici. Donc, le compute selection, l'idée, c'est qu'il te renvoie simplement un tableau. Donc, là où tu vas avoir un this.selectedBool.set, comme on l'a fait avant, eh bien, on va pouvoir faire un return à la place. Et là, de la même façon, on va faire le return. Donc, tu vois, cette méthode, elle est pure. Et plus tard, peu importe comment tu veux faire, si jamais tu veux le tester, mais donc cette partie-là, tu vois, tu le mets dans un state ou autre chose, c'est totalement agnostique de ton composant.
et donc t'as pas d'effet de bord. C'est beaucoup plus simple pour t'y repérer. Puisqu'ici tu as un return, plutôt que de faire un if et un else, donc là tu vois que la condition c'est si on se trouve sur la même ligne, on modifie la boule sélectionnée. Ce que je te propose, c'est que tu vois ça, on pourrait le faire un peu à l'inverse. On pourrait l'appeler is new line selected, et c'est tout simplement l'inverse de cette condition. Mais ce que ça te permet, c'est que dans ton if, tu peux directement lui passer ton else que tu as ici. Et ce qui fait qu'en fait maintenant, bah, tu n'as plus besoin de ton if ici, et tu as directement un seul return. Et du coup, on peut aussi enlever ton commentaire. Et au passage, tu vois que c'est vraiment le nom de ta variable qui va porter du sens. Ensuite, qu'est-ce que tu fais ici? Ok, et donc là, c'est quand même pratique qu'on ait des commentaires parce qu'on va pouvoir s'y repérer plus facilement. Ok, je vais mettre le return avant et on va modifier ça ensemble, ça sera peut-être un peu plus facile. Donc tu vois qu'en fait, là, dans ta sélection, tu as différents cas. Soit tu as un index qui est supérieur, et dans ce cas, tu vas mettre tes boules à droite. Soit un index est inférieur, mais tu es sur la même ligne. Dans ce cas, tu prends la boule, en fait, tu vas changer ton ordre pour les déplacer à gauche. Et si jamais tu n'es pas dans ce cas-là, eh bien, tu vas renvoyer la boule sans modification. Donc en gros, ça veut dire que ce cas-là, tu vois, si je regarde tes conditions, alors déjà le premier point, attention quand tu fais les ternaires parce que ça peut être un peu plus compliqué à comprendre. Mais ce que je te déconseille vraiment, c'est de faire des ternaires de ternaires de ternaires de ternaires. Parce que tu vois, là, elles sont imbriquées et c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Ce que je vois, c'est que dans les deux, en fait, tu vas vérifier que boule.y égale y. Donc égale à celle sur laquelle on est en train d'itérer. C'est-à-dire que ce que tu vas tester, c'est qu'en fait, tu vas modifier les boules uniquement si elles sont sur la même ligne. Donc, ce qu'on pourrait commencer à faire, c'est de s'assurer que si notre boule est sur une ligne différente, on va vouloir retourner directement, en fait, XY. Et tu vois, ce que je me dis, ce qui peut être intéressant, c'est que là, on a boule, ça pourrait être plutôt selected. Bon, après, on renommera parce que je suis pas non plus partisan de mélanger l'anglais et le français, mais on fait ça étape par étape. Et ici, tu vois, plutôt que de déstructurer, dans ce sens, je pense que c'est un peu plus clair d'avoir directement le nom de notre paramètre. Je trouve que ce sera plus facile à comprendre. Donc, ce que tu pourrais faire ici, hop, boule, et là, boule.y. Du coup, la première étape, c'est que si on est sur une autre ligne, eh bien, on va retourner directement la boule. Donc, c'est équivalent de cette ternaire. Maintenant, il va nous rester deux cas à tester. Le premier, ça va être quand on a un index qui est plus grand, donc qui est ici. Et le deuxième, c'est quand, du coup, tu as un index qui est inférieur, tout en étant sur la même ligne. Et là, tu vois, tu parles d'index. C'est vrai que, je sais pas, fonctionnellement, tu vois, dans cette application, au niveau d'un boulier, qu'est-ce qui fait que ta boule est rouge ou bleue, si tu as des valeurs différentes. Donc, puisque j'ai pas plus de contexte, si tu veux, je vais garder ce que tu as dit dans ton commentaire. Et je vais utiliser, du coup, un nom comme as greater index. Et du coup, je vais prendre la même condition que tu as fait. À savoir que la boule qui a été sélectionnée, eh bien, je vais m'assurer qu'elle ait un index qui soit supérieur à la boule sur laquelle on est, et toujours m'assurant que cette boule est sur la même ligne. Tu vois, si je reprends ce que tu as fait, si jamais tu as un index qui est plus important, eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retourner donc la boule qui était sélectionnée et tu vas conserver ton Y. Et sinon, eh bien, c'est comme la ternaire que tu avais indiqué ici. On va retourner le selectedbool.x-1.y. Et donc là, en fait, on a exactement la même chose. C'est ça ce qui est vraiment important, c'est que, donc comme ça, je vais m'assurer quand même que tout est OK. On va quand même regarder, hein. Mais tu vois là, je peux sélectionner mes différents éléments, et lorsque je vais cliquer dessus, eh bien, j'ai le même comportement qu'avant. Donc, tu vois, c'est quand même intéressant parce que là, c'est le même code qu'il y avait initialement, mais tu vois qu'il n'y a plus de commentaires. Et derrière, c'est juste avec des noms de variables qui sont peut-être plus parlants. Le fait de découper ça en petites fonctions qui te permet d'avoir quelque chose qui va être plus facilement compréhensible. Ce qu'on pourrait aussi faire, tu vois, dans le map, c'est que ici, on pourrait très bien faire la déstructuration. Donc, c'est-à-dire que ici, plutôt que de faire bool.x et bool.y, ben, on pourrait simplifier pour récupérer directement le X et le Y. Et dans ce cas, tu vois, ça va te permettre, hop. En fait, ça te permet d'avoir quelque chose qui est un peu plus simple parce que tu vas pouvoir bénéficier du sucre syntaxique quand tu as le même nom de propriété, de ne pas le définir. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que tu peux aussi le faire ici.
Mais l'avantage, c'est que si jamais tu es sur une autre ligne, là, ça te permet quand même d'avoir accès à ton objet entier. Et je trouve ça plus parlant, si tu veux, là, de dire que tu retournes une boule, plutôt que de dire retourne XY. Donc voilà déjà pour le premier point, et ce que je te propose pour ce refacto. Mais maintenant, tu as encore des points qui sont très intéressants, je trouve. Là, ce que j'aimerais te montrer, c'est que, effectivement, tu veux te servir du ngClass pour pouvoir alimenter une classe de façon conditionnelle. Et effectivement, le ngClass est très pratique pour ça. Maintenant, si jamais tu veux vraiment que tu passes par un booléen et si jamais tu veux renseigner une classe ou non, plutôt qu'ici de passer par ngClass et pour faire une ternaire avec le nul, ce que tu peux très bien faire, c'est que tu peux faire un class.mlauto, donc le nom de ta classe, et derrière, tu vas pouvoir lui passer ta fonction. Donc toi, c'était le isSelected de XY. Et là, en fait, tu aurais exactement la même chose que ton ngClass. Personnellement, je trouve ça un peu plus facile à comprendre. Parce que là, tu comprends vraiment que soit la classe, si jamais ça renvoie true, elle est valorisée, et sinon, elle ne l'est pas. Maintenant, il y a un point sur lequel j'aimerais attirer ton attention. C'est que tu vois que ici, dans ton style, en fait, dans ton template, eh bien, tu viens changer le ngStyle. Enfin, tu viens changer le style de ton élément. En fait, je comprends parce que en fonction du contexte dans lequel tu es, eh bien, tu veux afficher ta boule en rouge ou en bleu. Et du coup, tu as différentes classes qui vont changer. Mais pour moi, tu vois, ton template ne devrait pas avoir cette responsabilité de gérer ça. En fait, j'ai l'impression que tu as plutôt, on pourrait imaginer avoir deux classes CSS et que c'est plutôt le fait d'appliquer cette classe qui va venir récupérer tous ces comportements. Donc là, je vais te montrer comment tu pourrais faire ça. Tout simplement. Donc, on pourrait commencer avec une classe qui s'appelle red. Et donc, ce que tu peux faire, c'est que, donc tu vois là, tu peux utiliser le @apply pour aller récupérer en fait toutes les classes de Tailwind que tu as utilisées et pour venir les appliquer dans ta classe red. Et de la même façon, eh bien, tu pourrais faire la même chose avec une classe blue dans ton CSS. Ça va être la responsabilité de cette classe de savoir comment est-ce que tu as affiché ton élément. Ça, c'est la responsabilité du CSS. Par contre, je pense que la responsabilité au niveau de ton template, ça va plus être est-ce que j'applique ma classe red ou est-ce que j'applique ma classe blue. C'est pas forcément lui qui devrait savoir comment est-ce que tu dois afficher ton élément. J'avais aussi une petite remarque à te faire. Donc je vois qu'effectivement ici tu as voulu faire un composant. Et j'ai vu qu'au niveau de ton arborescence, tu vois ici tu as plusieurs composants. Donc j'imagine comme les inputs ou tes boutons qui ont vocation à être génériques. Je trouve que c'est une très bonne pratique de faire ça. Attention quand même sur un projet perso parce que c'est quelque chose qui peut prendre du temps au début, mais ça te permet de faire un design system et ça te permet d'avoir vraiment la main beaucoup plus facilement sur ton composant et du coup de le partager beaucoup plus facilement. Et du coup pour ça, je trouve ça vraiment une très bonne initiative, c'est vraiment très très cool. Le point sur lequel j'aimerais attirer ton attention, c'est que dans ce cas-là, tu vois, j'ai l'impression que c'est pas un comportement qui va être générique, c'est un élément qui va être propre à ce composant-là. Et du coup, pour moi, j'ai quand même l'impression que ici, j'aurais tendance à pas vouloir utiliser le composant générique que tu as utilisé parce que en fait, ça va forcément te forcer, si tu veux, un peu à twister le comportement pour avoir ta logique. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je te recommande. Là, puisque tu as quelque chose de très spécifique, en fait, je pense que c'est OK, tout simplement, de dire que tu passes un button. Du coup, c'est pas le action, c'est le clic. Pour faire comme on faisait avant. Au niveau des classes, tu vois là, je vois que en fait, donc le M 1.5 et le Scale 150, alors bon, c'est des classes que tu as dû appliquer donc de Tailwind. Donc là, de ce côté-là, je te cache pas que j'ai pas trop regardé par rapport au style parce que je te fais confiance par rapport à ça. Donc tu vois que ici, tu as une condition qui à chaque fois, c'est ça. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est que tout simplement, là, tu pourrais passer par le ngClass. Dans ton ngClass, eh bien, ce que tu pourrais faire, c'est que tu pourrais venir appliquer cette condition. Et dans ce cas-là, tu es en red, et dans l'autre cas, tu es en blue. Alors, je vais juste récupérer, parce qu'au passage, tu vois, j'avais déjà regardé la code review avant, et tu avais déjà mis quelques classes dont tu as besoin dans ton composant pour qu'il puisse s'afficher correctement. Alors je vais juste les prendre et je crois que tu avais aussi du coup le rounded full et le padding. Hop, tac. Et je crois que tu avais du coup P, c'était 2.5 si je dis pas de bêtises. Et là tu vois que on affiche toujours la même chose.
Donc, le comportement est exactement le même, à la différence que maintenant, tu as beaucoup moins de logique à l'intérieur de ton template. Tu vois. La seule logique que tu vas avoir, c'est par rapport à ça. Et tu vois, je me dis que cette condition, elle est pas forcément évidente à comprendre. Donc tu vois, ce qui pourrait être intéressant, ça serait de passer par un pipe. Bon, alors ici, ce que je vais faire le pipe directement ici pour ce cas-là, donc pour te montrer qu'on ait tout sous les yeux plus facilement. Sur un vrai projet, je te conseillerais quand même de tout séparer parce que je trouve ça beaucoup plus simple. Donc tu vois, effectivement, là, Copilot fait très bien le boulot. Il m'a repris exactement ce que j'avais ici. L'idée, en fait, c'est que, encore une fois, je ne sais pas à quoi correspond le rouge, si tu veux. Donc si jamais tu avais une condition un peu métier, on va dire, que ça a un sens fonctionnel, plutôt que isRed, je pense que ça serait plus parlant, tu vois, de dire à quoi ça correspond, tu vois. Ça serait plus simple à comprendre. Mais du coup, de cette façon, la seule chose que tu as à faire, c'est que donc tu passes ton X, ton Y, et tu passes ton pipe isRed, et de cette façon, ah oui, ça faut juste le mettre entre parenthèses, et de cette façon, ton style est bien appliqué. L'avantage, c'est que c'est plus simple à comprendre, et effectivement, tu pourrais passer par une méthode comme le isSelected, mais tu vas voir que, en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que à chaque fois que tu mets une méthode dans ton template, et à chaque fois qu'il y a une modification, si tu veux, quelque part dans Angular, au niveau de la chain detection, ce qui se passe, c'est que cette fonction va être recalculée, tout simplement pour savoir s'il faut modifier la donnée qui est affichée ou non. Alors que si tu passes par un pipe, on part du principe que si ce que tu passes en entrée ne change pas, il n'y a pas besoin de recalculer, et du coup, cette fonction ne va pas être rappelée. Donc le pipe te permet d'avoir quelque chose qui est plus performant, et c'est un peu mieux découpé. Et donc ici, tu as un isSelected, tu vois, de la même façon, ce que je pense qui pourrait être intéressant. Je pense que tu me vois venir, mais c'est qu'on pourrait déclarer un nouveau pipe, et dans ce pipe, on aurait exactement ça. Bon, là, tu vois, je pense qu'il m'a proposé le contains parce qu'avant de faire la vidéo, j'avais déjà fait ce refacto, donc c'est déjà ce que j'avais mis en place. Et donc, tu vois ici, tu as quelque chose qui va être plus simple parce que au lieu du isSelected, ce que tu pourrais avoir ici, c'est que on aurait le selected bools .contains xy. Donc, toi, en fait, c'est encore plus parlant. Donc ça, tu mets un peu plus de contexte et ça ressemble davantage à une phrase. Voilà, moi c'est quelque chose que je trouve intéressant et c'est un peu, je trouve ça plus simple à comprendre personnellement. Ensuite, il y a d'autres choses que tu pourrais mettre en place. C'est que tu vois que ici, à chaque fois que tu vas vouloir interagir avec une boule, on parle de XY. Je trouve que c'est pas forcément très clair, tu vois. XY, ça va plus penser à des positions, donc je m'attends plus à naviguer peut-être dans un repère. Ce que tu pourrais faire, c'est que tu pourrais faire un @if. Donc tu vois, l'avantage, c'est que là, ton if, tu t'en sers pas réellement pour tester que tu as un objet parce que tu sais que tu vas avoir quelque chose. Par contre, si jamais tu travailles avec des XY comme tu as fait ici, ça te permet d'assigner une variable. Et personnellement, je trouve que c'est plus simple à comprendre parce que derrière, tu vois, lorsque tu as besoin de passer par un X ou un Y, à la place, tu vas pouvoir écrire ball. Et du coup, c'est un peu plus simple à comprendre. En fait, encore une fois, tu mets du contexte. C'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que tu parles avec un objet un peu métier, si tu veux. Et un autre point aussi, je pense qu'il pourrait être intéressant dans ton code, c'est que tu vois que ici, en fait, on a un tableau qui contient 10 éléments. En fait, qui va de 1 à 10, pardon, et un autre qui va du coup de 10 à 1. Et tu t'appelles ça X et Y. Ce que je pense qui pourrait être intéressant, tu vois, c'est que, en fait, ça correspond à tes lignes au final. Donc, tu pourrais l'appeler rose égale, tu pourrais mettre comme ça. Et de la même façon, tu pourras avoir tes colonnes dans lesquelles tu vas l'appeler de cette façon. Ce qui fait que là, c'est pareil, tu as un peu plus de contexte. Moi, je trouve ça un peu plus parlant. Tu vois, si jamais j'arrive dessus, ben, je sais que c'est des lignes et des colonnes, et du coup, je m'y retrouve un peu plus, si tu veux. Et autre point, alors effectivement, quand c'est quelque chose, tu vois, qui est statique, qui est pas voué à changer, et surtout que tu as assez peu d'éléments, ben, je trouve que ça peut être intéressant, tu vois, comme ça, de mettre directement ton tableau en dur. Il n'y a pas forcément besoin de passer par des méthodes très compliquées. Maintenant, si jamais un jour, tu voulais rendre ça paramétrable ou que tu avais plus d'éléments, tu vois, ça pourrait être intéressant. Tu pourrais passer par les méthodes array/from. En fait, ici, c'est que on va créer un tableau de 10 éléments et pour chacun de ces éléments, eh bien, on va alimenter avec index plus 1. L'avantage, c'est que ici, tu vois, tu pourrais très bien, pour calculer tes colonnes, tu fais this.rows de reverse. C'est quelque chose que tu pourrais faire. Et donc là, tu vas juste calculer une fois et calculer ton
ton autre tableau à partir du premier en l'inversant. En vrai, je pense que ça dépend du contexte, mais dans ce cas-là, je pense que tu avais quand même la bonne méthode. Je trouve ça plus facile à comprendre si tu veux de l'afficher comme ça. Mais voilà, encore une fois, ça dépend vraiment du contexte dans lequel tu te situes. Donc voilà, donc tu vois que le comportement, le composant fait à peu près la même taille, sauf que en réalité, si on voulait faire les choses, je pense, moi ce que je te conseille, c'est que tu vois les pipes, tu les externalises dans 2 autres fichiers. Et l'avantage, c'est que ici, tu aurais quand même un fichier qui est plus petit qu'initialement, et surtout qui me semble plus simple à comprendre. Donc voilà, c'est quelque chose que je te conseille. Et je te disais aussi au début, moi je suis pas trop partisan d'utiliser du français et de l'anglais. Donc tu vois, typiquement le ball ici, je renommerai l'interface. Et pareil pour les paramètres, je les renommerai de cette façon. Parce que je trouve ça plus simple et t'évites tu peux avoir pas une charge mentale, tu vois, mais ça peut être plus compliqué de réfléchir avec plusieurs langues, alors que là, tu te poses pas trop la question. Tu cherches en anglais, et si jamais tu as un code sur lequel tu dois chercher plus tard sur Google, ça sera aussi en anglais. Donc moi, c'est quelque chose que je te recommande. Voilà, j'espère que du coup, ça a été utile, que c'est assez clair, que ça t'a permis de voir des façons de faire, et que tu pourrais en fait t'en resservir peu importe le projet, peu importe la techno. Mais toi, si je vais citer un peu, essaye de bien faire attention aux différentes responsabilités. Dans le template, ça va être d'effectivement plutôt de gérer l'affichage, mais plutôt à un niveau agencement, orchestration. Au niveau du style dans le CSS, c'est vraiment tout ce qui va être modification d'interface au niveau de l'affichage, ce à quoi ça ressemble. Et du coup, si jamais tu veux passer du comportement, ça peut être intéressant de passer par des classes plutôt que de modifier ton style directement dans ton template. Et dans ton composant, c'est comme tu avais fait au final, hein, mais c'est bien du coup de gérer la partie comportement de ton élément. Et si tu peux, je te conseille d'essayer de faire des fonctions qui sont pures au maximum, donc c'est-à-dire qui n'ont pas d'effet de bord. Tu vois que cette fonction maintenant, si tu lui passes un tableau de boules en entrée et une boule qui est sélectionnée, t'as beau l'appeler genre 10 fois, 100 fois, 1000 fois, tu auras toujours le même résultat. Par contre, si comme avant, tu venais lui passer le this.selectedBalls à l'intérieur de cette méthode, eh bien, d'une exécution à l'autre, tu n'aurais pas le même résultat. Du coup, tu pourras avoir des effets de bord et c'est quelque chose qui peut être plus compliqué à débugger et à tester par la suite. De bien découper en plusieurs fonctions. Et là, c'est vraiment une préférence personnelle, mais moi, j'aime pas trop écrire des commentaires. Je préfère avoir du code qui s'auto-documente, en fait, si tu veux. Donc, de bien trouver des noms qui sont parlants, de faire un découpage qui est suffisamment clair. Et peut-être que tu as des noms qui sont encore plus clairs que ça. Hein. Mais tu vois, j'espère que tu as vraiment compris dans l'idée, c'est comment est-ce que tu peux faire pour que ton code n'ait pas besoin de commentaires parce que on comprend en fait de lui-même. Il se documente tout seul. Donc voilà. En tout cas, je te remercie pour ce morceau de code parce que je pense que c'est super important, surtout quand on débute, de voir, tu vois, comment est-ce qu'on peut arranger du code. Parce qu'en fait, d'un projet à l'autre, tu vas typiquement tout ce qui va être lié, par exemple, au state management, tu as des projets qui vont avoir une librairie, tu as des projets qui vont avoir une autre librairie, tu as des projets qui vont le faire à la main, tu as des projets qui n'en auront pas. Donc ça, c'est très intéressant, mais ça dépend de chaque projet. Mais tu vois, là, ce travail de faire du refacto quand tu arrives sur un composant compliqué, sans casser l'existant, en gardant les mêmes fonctionnements, en fait, c'est quelque chose là que tu vas rencontrer sur tous les projets. Donc c'est vraiment une compétence importante à travailler, à développer. Et c'est quelque chose qui vient à force de voir du code et tu verras des petites astuces comme ça. Mais j'espère que ça peut être utile de ce côté-là parce que c'est vraiment quelque chose de super important. Que tu sois junior ou même senior pour plus tard, c'est vraiment pour moi une grosse compétence à avoir. Donc voilà, si jamais tu as la moindre question, n'hésite pas à me le faire savoir. Hein. Tu m'envoies un message sur LinkedIn ou même en commentaire de cette vidéo. Voilà, si je peux t'aider, ça serait avec plaisir. Salut Alan.